Cette vidéo est sponsorisée par Ecosia. Plus d'informations à la fin de la vidéo. Ce n'est pas moi qui le dis, la désinformation est perçue comme la plus grande menace mondiale à court terme. Elle est devant les catastrophes climatiques ou même le risque de conflits armés. Ça vient d'une enquête du Forum économique mondial de 2024. Et il suffit juste d'ouvrir nos écrans pour comprendre pourquoi. S'informer correctement, c'est devenu très compliqué. Fake news involontaires, fake news volontaires, deepfake avec des IA de plus en plus sophistiquées. À chaque scroll, chaque clic, on risque de se faire piéger. Mais au milieu de tout ce vacarme numérique, un site fait de la résistance, grâce au savoir collectif. Mon site préféré sur Internet. Aujourd'hui, on va parler du fonctionnement d'un des sites les plus visités au monde et qui est un des plus grands paradoxes d'Internet. Wikipédia. Parce qu'il y a un paradoxe dès le départ. Parce que la plus grande idée qu'on associe à Wikipédia, c'est que tout le monde peut écrire dessus. C'est d'ailleurs pour ça que le site est critiqué et que certains profs déconseillent souvent son utilisation. En tout cas, à mon époque, c'était comme ça et c'était quasi systématique. Parce que dans notre esprit, si tout le monde est libre d'écrire, tout le monde est libre d'écrire surtout n'importe quoi. Sauf que ce site est toujours un excellent outil d'information. Et je vous le disais, c'est un des endroits sur Internet où on peut encore avoir confiance dans ce qu'on lit. Donc la question se pose. Comment Wikipédia a donné une structure à cette intelligence collective pour que le site ne soit pas rempli de fake news? Comment est-ce que l'encyclopédie mène ce combat contre la désinformation? Déjà, à l'origine de Wikipédia, la question de savoir qui peut écrire divise beaucoup. Pour vous resituer, tout commence avec Jimmy Wales, un Américain qui, avant de devenir le papa de Wikipédia, a lancé un site plutôt inattendu, Bomis, une sorte de portail web à mi-chemin entre l'annuaire et le site de charme, avec notamment des photos de modèles dénudés. Pas très académique, mais rentable. Et justement, c'est avec l'argent de Bomis que Jimmy décide de se lancer dans un projet beaucoup plus sérieux, Nupedia. Alors, malgré le nom trompeur, il n'y a pas de photos de gens nus. C'est une encyclopédie en ligne gratuite où chaque article doit être rédigé par un ou une experte et validé par un comité académique. L'idée est ambitieuse, mais le processus est très lent. Pour l'aider dans ce projet, Jimmy Wales engage un docteur en philosophie, Larry Sanger, comme rédacteur en chef. Mais les processus pour valider les articles sont très longs et il y a à peine quelques dizaines de publications en un an. Larry est frustré. Il propose de mettre en place un modèle plus efficace. Le wiki, qui vient du mot hawaïen pour dire vite, et qui est un modèle de site collaboratif où tout le monde peut participer. Wikipédia est donc lancé en parallèle de Nupedia en 2001, et donc rapidement, il prend l'avantage car c'est plus facile de publier dessus. Il y a 1000 articles en un mois. Wikipédia va se populariser notamment à partir du 11 septembre 2001, puisque beaucoup de personnes vont vouloir se renseigner sur les compagnies aériennes ou les groupes terroristes. Mais dès 2002, Larry et Jimmy, les cofondateurs du site, sont en désaccord. Un clash assez rapide, puisque ça fait à peine 2 ans qu'ils travaillent ensemble. En fait, Larry a une vision traditionnelle de la connaissance. Il estime que Wikipédia ne sera jamais assez pertinent sans spécialiste, parce qu'au bout d'un moment, il faut un ou une experte pour trancher sur les débats. Donc il quitte le projet. Et on peut comprendre sa méfiance. Si on laisse des humains débattre de manière totalement libre, il y a peu de chances que ça se passe bien à long terme. Mais justement, même s'il y a le mot « libre » dans le sous-titre de Wikipédia, ça ne veut pas pour autant dire que cette liberté n'est pas cadrée. Il y a une page sur le site qui nous dit ce que Wikipédia n'est pas, et qui le dit clairement. Wikipédia n'est pas une anarchie, et son but est de construire une encyclopédie, pas de tester les limites de l'anarchisme. Il y a donc des règles à respecter pour les wikipédiens et wikipédiennes, c'est-à-dire les contributeurs et contributrices qui écrivent les articles. Et d'ailleurs, devenir wikipédien ou wikipédienne, c'est assez simple. Il n'y a pas besoin d'envoyer un CV ou d'avoir un diplôme. Il suffit de créer un compte, ce qui prend 30 secondes, et ensuite, il est possible de directement modifier une page. Certaines pages sensibles sont protégées, mais sur la majorité des articles, on peut ajouter, corriger, compléter. L'important, c'est de citer des sources. Chaque information doit être vérifiable par une source qui doit être citée, et Wikipédia ne cherche pas à produire de nouvelles connaissances, mais à rassembler celles qui existent déjà. Quand tout se passe bien, un utilisateur ou une utilisatrice ajoute une information sourcée, et un ou une autre peut la compléter ou l'affiner, et ainsi de suite. C'est un processus collectif continu où chaque article évolue grâce aux contributions. Toutes les modifications sont enregistrées dans un historique visible par tous et toutes. Et chaque page a un onglet de discussion où les contributeurs et contributrices peuvent débattre. Je vous invite à aller les lire parce qu'il y a parfois des discussions super intéressantes. En cas d'erreur, d'autres utilisateurs et utilisatrices peuvent la repérer et la corriger immédiatement. Il y en a même qui sont spécialisés là-dedans et sont appelés patrouilleurs ou patrouilleuses. Ce sont des utilisateurs et utilisatrices expérimentés qui se consacrent à vérifier les dernières modifications
avec des outils un peu plus avancés. Il y a même un soutien non humain avec l'existence de bots qui signalent automatiquement des problèmes comme l'absence de source ou la présence de liens morts. Mais quand il y a un vrai désaccord, ça peut vite tourner à la guerre d'édition. Des Wikipédiens, mot que d'ailleurs j'affectionne particulièrement, sortent leur clavier et s'affrontent en modifiant l'article dans un sens puis dans l'autre. Chaque camp rétablit sa version jusqu'à ce qu'un compromis soit trouvé via des discussions sur la page dédiée au débat. Parfois, si la situation est trop tendue, l'article est temporairement protégé et seuls les éditeurs et éditrices expérimentés peuvent y toucher. Si le conflit dure toujours, les administrateurs et administratrices peuvent trancher. Là, c'est un cran au-dessus. Les admins ont plus de pouvoir. Ils peuvent protéger ou bloquer une page, bannir un utilisateur, etc. Ils sont élus par la communauté. Évidemment, il y a plusieurs critères pour pouvoir devenir admin. Il faut être présent depuis longtemps, avoir une bonne réputation et obtenir au moins 75% de votes favorables lors d'un scrutin public. Tout ça se passe directement sur le site dans une page appelée Request for Adminship, RFA pour les intimes. Et tout en haut, il y a les arbitres. Une petite quinzaine de personnes dans le monde, élues à bulletin secret, qui ne participent pas au débat du quotidien, mais qui interviennent en dernier recours quand il y a un vrai litige de fond ou des problèmes de comportement. Clairement, je les vois comme des silhouettes en toge qui s'éclairent à la bougie. Mais donc ça veut dire qu'il y a des organes de surveillance qui ont le dernier mot si personne ne gagne sur le champ de bataille. Tout ce système de contribution, il est basé sur une règle très importante, la neutralité. C'est vraiment le socle de tout le reste. C'est défini comme ça par le site. Il s'agit de présenter tous les points de vue pertinents en les attribuant à leurs auteurs, mais sans en adopter aucun. Aucun point de vue ne doit être présenté comme étant la vérité. Il ne faut jamais affirmer, sous-entendre ou même laisser croire qu'un des points de vue est d'une quelconque façon meilleur, égal ou moins bon qu'un autre. Dans les premières années, cette neutralité était interprétée comme le fait de présenter toutes les théories sur un pied d'égalité. On pouvait donc voir des idées marginales et peu sourcées figurer aux côtés de théories scientifiquement validées, simplement parce que Wikipédia voulait être neutre. C'est pour cette raison qu'à une époque, la page du réchauffement climatique mentionnait que la question divisait les scientifiques. Mais cette vision de la neutralité, elle a été discutée et même disputée. Des éditeurs et éditrices ont dit que la véritable neutralité ne consistait pas à donner le même poids à toutes les théories, mais plutôt à refléter leur place dans la littérature spécialisée et à privilégier les sources les plus fiables. C'est là que ça a basculé. Le comité d'arbitrage leur a donné raison. Pas parce qu'ils étaient plus nombreux ou plus sympas que les autres, mais parce que leur approche était plus cohérente avec la nature même d'une encyclopédie. Cette première victoire en a entraîné d'autres, et tout ça a conduit à d'autres règles qui ont cimenté la culture de la source solide. Une hiérarchie des sources a été établie pour rejeter les médias non fiables comme le Daily Mail et favoriser les publications académiques et les sources primaires vérifiables. Du coup, les défenseurs et défenseuses de théories marginales ou conspirationnistes ont peu à peu déserté la plateforme. Mais tout n'est pas toujours aussi tranché, et il faut s'interroger sur ce qu'est une source solide et plus largement un savoir valide. Parce qu'il y a plusieurs visions concurrentes. Deux chercheurs français, Guillaume Carbou et Gilles Sahu, ont étudié ces conflits éditoriaux sur Wikipédia et ils parlent de régime épistémique. C'est un concept qui analyse quel type de savoir est le plus pertinent pour les contributeurs. Donc en gros, c'est comme une grille de lecture qui va expliquer la manière dont on agit sur l'encyclopédie. Par exemple, il y a ceux qui suivent le régime encyclopédiste, qui défend l'idée que Wikipédia doit refléter le savoir savant, légitime, validé par des institutions reconnues. Il y a ceux qui suivent le régime doxique, qui donne plus de place à ce qui fait le débat dans l'espace public, à l'actualité ou aux sources populaires, ou bien il y a le régime critique. L'idée, c'est que Wikipédia n'est pas neutre et qu'elle reflète des rapports de pouvoir. Certaines voix sont mises en avant, d'autres sont ignorées. Par exemple, il y a beaucoup moins de contenu sur les personnages historiques féminins, et à partir de là, on peut aller enrichir les articles en ajoutant des sources et du contenu, ou bien attirer l'attention sur ces écarts pour questionner les biais qu'il y a. Alors, il y a encore d'autres régimes, le scientifique, plus centré sur la rigueur méthodologique, le scientiste, qui ne jure que par la science dure, et le wiki, plus horizontal, qui défend l'idée que tout le monde peut contribuer, quitte à fragiliser les critères de fiabilité. Pour le reste de la vidéo, on a préféré se concentrer sur encyclopédiste, doxique et critique, car c'est selon nous souvent parmi ces trois visions-là que les conflits éclatent et que notre but c'était de comprendre comment se structure le savoir sur Wikipédia. Ces trois visions, elles peuvent s'affronter dans les pages de discussion, surtout sur les sujets controversés. Et parfois, aucun camp ne l'emporte vraiment. Et les articles gardent des traces de ces désaccords. C'est ce qu'on a vu par exemple dans le débat sur les OGM où certains éditeurs et éditrices défendaient une présentation neutre des risques et des bénéfices, pendant que d'autres refusaient tout encadrement équilibré, jugeant que ça donnait trop d'espace à des discours jugés minoritaires, voire infondés.
Finalement, l'article a évolué pour refléter la place des points de vue dans les sources scientifiques, tout en mentionnant l'existence de controverses publiques. Un compromis fidèle à la règle du point de vue neutre. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça. Sur d'autres sujets, un de ces trois régimes finit par s'imposer durablement, au point que les règles elles-mêmes se mettent à favoriser un type de savoir plutôt qu'un autre. Et là, on comprend ce qu'explique le politiste islandais Sverrir Steinsson. C'est là que réside la force de Wikipédia. Le site n'a pas été conçu pour que les gentils gagnent, mais pour que les arguments les mieux sourcés l'emportent. La structure même du site a permis ça. Et en plus, elle réussit à bloquer les contre-attaques. Comme l'explique Steinsson, la possibilité pour les perdants d'influer à nouveau sur l'institution dépend de la nature de l'institution elle-même. Dans certains cas, les défaites renforcent les asymétries de pouvoir et créent des effets de rétroaction qui empêchent un rééquilibrage, verrouillant ainsi le statu quo imposé par les vainqueurs. C'est exactement ce qui s'est passé sur Wikipédia. Il n'y a pas eu la possibilité de remettre en question la culture de la vérification et de la rigueur. C'est ce qui oppose Wikipédia aux autres sites. Mais une fois que la culture est installée, il peut toujours y avoir des petites dérives, ou bien évidemment des erreurs, ou des interprétations, ou plein d'autres choses. Donc il faut qu'il y ait une surveillance de ce qui se passe sur le site. Ça se fait par les arbitres et les admins, comme on l'a dit, mais c'est l'exception. La plupart du temps, les éditeurs et éditrices se surveillent eux-mêmes. C'est marrant parce que je dis surveillent eux-mêmes parce que je pense qu'on est censé faire la liaison, mais c'est très bizarre de la faire. Et à chaque fois que je fais des vidéos et qu'il y a une liaison comme ça, je suis un peu en mode ok, est-ce que je garde la liaison même si c'est chelou ou est-ce que la langue change, l'oralité change et je drop la liaison. Je drop, anglicisme. Voilà, donc là, celle-là, j'ai laissé, parfois j'enlève. Voilà. Je vous partage mes questionnements, voilà. Donc je vous disais que les éditeurs et éditrices se surveillent eux-mêmes. C'est possible, encore une fois, grâce à la structure du site. Il n'y a rien de caché, toutes les modifications sont visibles grâce aux historiques. Et c'est ça qui rend le système efficace. Tout le monde peut écrire, oui, mais tout le monde peut aussi critiquer ce que tout le monde a écrit. En plus, Wikipédia garantit l'anonymat. Les sociologues Dominique Cardon et Julien Levrel disent que l'originalité la plus radicale de Wikipédia tient sans doute moins à l'écriture participative qu'à cette mutualisation des procédures de surveillance et de sanctions qui permettent à la communauté de veiller sur elle-même. Toute cette notion d'autogestion, c'est une idée qu'on retrouve dans un livre du développeur américain Eric Raymond sur le développement de logiciels informatiques appelé La cathédrale et le bazar. Et non seulement c'est intéressant, mais en plus c'est important. Si on est dans un modèle de cathédrale, il y a un petit groupe d'élite qui va tout concevoir avant d'appeler les bâtisseurs. Alors que dans le bazar, tout le monde travaille et contribue dans un même flux, et donc tout le monde peut repérer et corriger les erreurs de ses collègues. Eric Raymond, qui était plutôt team bazar, avait cette phrase. S'il y a suffisamment de regards, tous les bugs sont superficiels. Pour dire que l'intelligence collective est très efficace dans l'étape de conception. Lui, il parlait plutôt pour les logiciels, mais cette idée de bazar s'applique aussi à Wikipédia. Mais il faut savoir aussi qui finance un bazar, pour pas qu'il ne devienne un centre commercial. Wikipédia a la chance de ne pas être soumise aux logiques économiques du buzz. C'est ce qui la différencie des réseaux sociaux comme Facebook ou X par exemple. Ou encore des médias d'information, notamment les médias 100% en ligne. La survie du site ne dépend pas des clics, des pubs et d'une manière générale de notre attention, donc il n'y a pas d'algorithme qui met en avant des contenus susceptibles de favoriser l'engagement. Le budget annuel d'environ 185 millions de dollars de Wikipédia vient surtout des donations. C'est ce qui permet de privilégier la qualité de l'information plutôt que la course à l'information et donc de garder son indépendance. Mais être indépendant financièrement ne signifie pas forcément être indépendant des influences systémiques. Le savoir sur Wikipédia n'échappe pas aux inégalités du monde réel. C'est une connaissance qui dépend des dynamiques sociales, culturelles ou genrées. Par exemple, des pages sur des jeux vidéo peuvent être complètes alors que des figures intellectuelles d'origine africaine ou asiatique peuvent avoir des articles très incomplets. C'est parce que l'énorme majorité des contributeurs de Wikipédia sont des hommes à 87% issus de pays occidentaux qui font des métiers comme journalistes, informaticiens ou enseignants. Ce qui veut dire qu'ils vont généralement documenter les sujets qui leur sont proches, donc il y aura un biais dans la production du savoir. Ça rejoint le régime critique qu'on a mentionné plus tôt. Mais heureusement, la communauté ne reste pas passive face à ça. Il y a plein d'initiatives, parfois locales, parfois internationales, qui se mobilisent pour rééquilibrer les choses. Par exemple, dans plusieurs villes, des rencontres physiques qu'on appelle Wikipermanence sont organisées. Il y en a dans plein de grandes villes de France, mais aussi des plus petites parfois. Et c'est l'occasion pour les contributeurs et contributrices expérimentés de se réunir et d'aider des novices à comprendre comment fonctionne Wikipédia et comment sourcer un article ou encore comment créer une page sur un sujet qui manque. Et donc parfois, ces rencontres s'organisent aussi un peu de manière plus orientée,
Il y a des groupes spécifiques comme Art plus Feminism ou Afrocrowd qui se donnent pour mission de combler les vides sur certains sujets ou certaines figures oubliées. Ça peut être des femmes scientifiques, des écrivains africains, des militantes LGBT ou même des langues minoritaires. Ça montre que Wikipédia reste quand même un terrain de jeu politique. Par exemple, en 2016, un débat a éclaté sur la page de Donald Trump, alors tout juste élu président. Est-ce qu'il fallait mentionner qu'il avait fait un nombre important de fausses déclarations? Après des échanges intenses, la communauté a tranché. Oui, cette information était factuelle et sourcée, donc elle devait figurer dans l'article. Du coup, parmi celles et ceux qui s'opposaient à l'ajout, plus de la moitié ont cessé de contribuer activement à Wikipédia dans les années suivantes. Et il n'y a pas que les personnes qui quittent Wikipédia, il y a aussi des États. Wikipédia est régulièrement censuré ou bloqué dans certains pays. En Turquie, le site a été entièrement interdit entre 2017 et 2020 parce qu'il disait que le gouvernement turc entretenait des liens avec des groupes terroristes. En Chine, l'accès à Wikipédia est partiellement ou totalement restreint selon les régions. Et en Russie, l'encyclopédie est aujourd'hui dans le viseur du pouvoir parce que ses pages sur la guerre en Ukraine ne reprennent pas la version officielle du Kremlin. Et ce n'est pas les seuls ennemis de Wikipédia. Elon Musk a très vivement attaqué Wikipédia après que sa page ait porté la mention de son geste lors de l'investiture de Donald Trump. En France, le magazine Le Point a même envoyé une mise en demeure à Wikipédia pour protester contre l'utilisation du terme populiste dans son article. Et comme si ça ne suffisait pas, un autre défi prend de la place, l'intelligence artificielle. Déjà parce que les personnes qui écrivent des articles sur Wikipédia pourraient utiliser l'IA alors qu'il y a souvent des erreurs de source ou de véracité. Même s'il y a des vérifications, est-ce que dans un futur plus ou moins proche, il n'y aura pas tellement de contenu généré que tout sera difficilement checkable? Peut-être. Ensuite, tout simplement parce que ça peut être considéré comme plus rapide d'aller demander une info à une IA plutôt que de lire toute la page sur Wikipédia. Donc on va voir dans les prochaines années comment l'utilisation de l'encyclopédie va être impactée. Pour conclure sur comment Wikipédia résiste encore aujourd'hui à la désinformation, pas par magie et pas par anarchisme, mais parce qu'elle repose sur une idée simple et radicale. Faire confiance à une communauté tout en apportant les moyens de structurer cette confiance. Un mélange de liberté et de règles. Le combo de l'ouverture et de la rigueur. Ça fait plus de 20 ans que ça marche. Aujourd'hui, qu'on l'apprécie ou pas, Wikipédia reste un espace central dans la bataille pour l'information. Pas étonnant, puisqu'il s'agit du 8e site le plus visité au monde et le seul du top 10 à ne pas avoir de but lucratif. L'encyclopédie est maintenant rentrée dans une phase de cristallisation, selon l'universitaire Lionel Barbe, c'est-à-dire qu'elle met autant d'énergie à construire du savoir qu'à le protéger. C'est le prix à payer pour ce qu'on qualifie parfois comme étant une belle et exigeante utopie. Est-ce que cette utopie va encore durer longtemps? Pour l'instant, on ne connaît pas la réponse, même si on va voir sur Wikipédia. Mais personnellement, je l'espère. Et d'ailleurs, pas besoin d'aller sur Wikipédia pour connaître le sponsor de cette vidéo, je suis là pour ça. Il s'agit d'Ecosia. Vous connaissez sûrement Ecosia, ou du moins je l'espère. Ecosia, c'est un moteur de recherche avec une petite particularité. Son objectif principal, c'est de planter des arbres. Enfin, en plus de trouver ce que vous cherchez, parce que sinon ce serait assez chelou comme moteur de recherche. Et il plante vraiment des arbres. Ils font pas semblant. Pas genre 25% ou 50% des profits générés qui sont dédiés à l'action climatique et au reboisement. Non, c'est 100%. Par exemple, vous pouvez voir sur ces photos la Atlantic Rainforest au Brésil, où Ecosia a planté 50 000 arbres sur cette portion avec l'ONG locale CEPAN. Alors, c'est bien beau, mais comment ça marche? Et en fait, comme n'importe quel autre moteur de recherche. Ecosia affiche des pubs et les bénéfices générés par les revenus publicitaires sont intégralement réinvestis dans des projets environnementaux. Et pour rentrer dans le détail des projets, on parle de reboisement, d'agroforesterie, de régénération naturelle ou même de lutte contre les incendies. Un autre truc qui me plaît dans ce projet, c'est la transparence. Ecosia publie ses bilans financiers chaque mois. Vous savez exactement combien ils gagnent et comment ils utilisent chaque centime. Et dernière chose, Ecosia ne pourra jamais être vendu. C'est la promesse de son fondateur Christian Kroll, donc on est clairement dans une logique entrepreneuriale durable. Donc si vous voulez commencer à garder vos habitudes en mieux, vous pouvez utiliser Ecosia, le tester, l'installer gratuitement comme moteur de recherche par défaut, même sur l'ordi de vos parents ou sur mobile via l'application. C'est juste en dessous dans la description. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo et j'espère qu'il vous aura plu. Love, peace. Ciao.